Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'ai l'immense plaisir de recevoir un invité qui est aussi à l'aise dans ses baskets que derrière les fourneaux. Mathieu Marty est un chef cuisinier passionné de trail et d'ultra distance. Alors entre les services à rallonge, les imprévus en cuisine, la gestion d'une brigade au quotidien et cette pression à chaque service, Mathieu a trouvé son équilibre en enfilant ses baskets. Dans cet épisode, nous allons parler de transmission familiale, de mental, bien évidemment de nutrition sportive, d'ultra trail et d'un abandon à 2 km. Oui, je vous dis bien à 2 km d'une course de très longue distance. L'idée simple et forte de cet épisode, à travers l'exemple de Mathieu, c'est comment concilier course à pied et cette autre passion qu'est la cuisine, mais surtout de courir pour retrouver une forme de liberté à l'extérieur donc de son restaurant. Je remercie bien évidemment Mathieu pour cet échange sincère et humain, rempli de parallèles entre ce métier de chef et celui de coureur de fond. Installez-vous donc confortablement dans votre fauteuil ou derrière les fourneaux pour écouter cet épisode. Je vous laisse sans plus attendre en compagnie de Mathieu Marty. Des plaisirs de la cuisine à la passion de la course à pied, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez une petite évaluation, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast, et partagez-le à une personne qui appréciera le sujet d'aujourd'hui. Bonne écoute à vous! Bonsoir Mathieu, merci d'être l'invité du podcast, ou plutôt bonsoir chef, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, il n'y a pas de service ce soir pour toi au niveau du restaurant. Bonsoir, merci pour l'invitation autour de ce podcast. Non, pas de service pour moi ce soir au restaurant. J'ai l'avantage d'avoir une équipe qui demande à être responsabilisée, donc ça me permet de pouvoir m'échapper quand les services le permettent. On verra s'il n'y a pas un parallèle entre le rôle de chef et le rôle de coach, entre la cuisine et la course à pied. Tu nous diras si ça peut s'apparenter à ce même type d'organisation où tu laisses un petit peu faire et tu observes un petit peu de loin. Je pense que tu as touché un point clé entre la cuisine et la course à pied. Alors tout d'abord Mathieu, avant de revenir sur cette pratique de la course à pied qui t'anime et que tu pratiques régulièrement, le métier de cuisinier, quand est-ce que tu as découvert cette passion? Est-ce que, jeune enfant, tu étais déjà derrière les fourneaux pour préparer des bons petits plats pour toute la famille? Alors moi, je suis issu d'une famille un petit peu de restaurateurs, car mes grands-parents étaient bouchers et mon père était viticulteur. Donc j'ai toujours un petit peu baigné dans ce monde et l'univers de la cuisine avec des grands-parents du côté de mon papa qui cuisinaient énormément et ma mère qui cuisinait également tous les soirs et le dimanche. Donc quand on est élevé un petit peu dans cet environnement, c'est pour moi une suite un petit peu logique. Quels ont été tes premiers faits d'armes dans la cuisine, de tes grands-parents ou la cuisine à la maison? Ça a été de faire des choses très simples comme des gâteaux, des crêpes. Heu, un souvenir d'enfance, c'est à la boucherie, aller tirer le tablier de mon papy pour lui demander une tranche de jambon à 8 heures du matin et je pense que c'est un souvenir qui restera gravé toute ma vie. Alors comment tu as évolué de ces, premiers pas dans la famille vers ce métier que tu, accomplis aujourd'hui, avec beaucoup de passion? Quelles ont été les différentes étapes qui t'ont conduit, à aujourd'hui diriger une brigade? J'ai fait un BEP en cuisine en 1 an, étant donné que j'avais le niveau lycée et que je me suis respécialisé derrière. J'ai eu la chance de pouvoir passer mon BEP en 1 an, donc en accéléré avec des grosses, des grosses séquences d'alternance. L'avantage d'être en alternance, c'est qu'on est chez un patron, donc on peut apprendre beaucoup plus vite et après je me suis spécialisé uniquement en cuisine avec un brevet professionnel en 2 ans et puis après j'ai signé mon premier CDI et j'ai poursuivi mon cursus, pardon, dans un premier temps sur Paris. Après je suis parti pour le groupe Accor faire une ouverture à Bruxelles
Et enfin, mon dernier chef en date à Paris m'a rappelé pour faire l'ouverture du Molitor, la piscine Molitor à Paris 16e arrondissement. Et de là, j'ai poursuivi mon parcours à Paris. Donc à chaque étape, chaque passage, tu vas acquérir finalement des compétences au contact d'autres chefs pour aujourd'hui être, toi-même le chef de brigade. Tout à fait, je pense qu'il faut s'imprégner de toutes ces expériences, garder, le meilleur, tirer le meilleur de chaque chef et puis à un moment donné tracer son chemin avec, tout ce qu'on a acquis. On verra tout à l'heure, hein, quelle est ta philosophie autour de la cuisine, autour, des plats que tu souhaites mettre, en avant dans ta cuisine au quotidien. La course à pied, comment elle s'intègre dans cet emploi du temps avec, un service le midi, les préparations le matin, le service du soir? Est-ce que c'est facile de courir et comment tu as découvert la course à pied d'ailleurs? Alors mon papa était un grand coureur, donc j'ai grandi aussi avec l'admiration de mon père qui courait énormément, qui a fait le Spartathlon en Grèce, donc qui consiste à courir, Athènes-Sparte en moins de 36 heures, un ultramarathon. Et il l'a fini en un tout petit peu moins de 36 heures. Et c'est comme un exemple pour moi de suivre un petit peu, de marcher dans ses pas et de, encore une fois, faire mon parcours à moi. Donc il y a le côté transmission. Tu as hérité comme pour, la famille, ton grand-père avec, le côté cuisine. Bah, là, c'est le papa qui a transmis le flambeau pour la course à pied. Exactement. Tu as déjà réalisé des courses au long cours, mais est-ce que ce Spartathlon te fait rêver? Ou peut-être pas? Si, ce Spartathlon, il me fait rêver. Alors, dans un futur proche, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien, lui ramener la médaille et lui dire: «Moi aussi, tout comme toi, je l'ai fini». Et donc là, sur, cette période, on est en plein début de printemps. Est-ce que tu as des objectifs pour, les prochaines semaines, des choses qui, bah, occupent également ton emploi du temps? Parce que se préparer pour des courses en parallèle d'un métier comme le tien, ça doit pas être facile tous les jours. Alors il faut être, très flexible, et aménager son emploi du temps. C'est-à-dire que si, je peux pas me dégager du temps, entre le service du midi et le service du soir, je vais organiser ma journée pour pouvoir m'échapper 2 heures l'après-midi et pouvoir, aller réaliser ma séance de course à pied. Donc c'est vraiment, la semaine d'avant, on voit par rapport aux événements, aux réservations au niveau du restaurant et j'organise mon planning en fonction de l'activité. Une journée type dans ton agenda, déjà, est-ce qu'elle existe, cette journée type, ou est-ce qu'il y a toujours des choses qui vont, bouger, qui vont être, comme tu l'as dit, flexibles? Non, c'est aucune journée type. C'est entre la passion de la cuisine, pour moi, c'est quand je me lève le matin, c'est comme si on emmenait un gamin à Disneyland Paris. C'est on sait pas, on sait ce qui va arriver, on sait pas dans quel état. Est-ce qu'il va falloir faire un retour au fournisseur? Est-ce qu'il va y avoir une non-conformité sur un produit? Donc c'est vrai que la journée on va dire, à un delta de 2 heures, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je vais avoir un cuisinier absent? Est-ce que, je vais avoir un produit qui est pas bon? Est-ce que je vais avoir un groupe, last minute qui va tomber? Est-ce que voilà, c'est fait de plein de points d'interrogation. Dans ton rôle aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui vas chercher, sourcer les produits que tu vas vouloir mettre sur ta carte et dans les assiettes de tes clients? Oui, en partenariat avec mes partenaires. Alors, j'ai parlé de fournisseurs juste avant. Quand je vais sourcer, je parle plus de partenaires parce que je pense que c'est important c'est plus qu'un fournisseur. On va discuter, pourquoi, qu'est-ce qu'il me conseille? Heu, on va évoquer, par exemple, quand on va chercher un cochon, quelque chose de pas trop gras, heu, je vais pas prendre quelque chose, d'ibérique qui va être très gras. Je vais aller chercher plus un duroc qui va être, tout aussi bon, mais un peu moins gras. Voilà, c'est vraiment il y a un échange et j'ai la chance d'avoir des partenaires qui comprennent ma philosophie aujourd'hui. Donc l'entraînement, tu sais à peu près qu'est-ce que tu vas faire dans la journée, mais tu sais pas vraiment à quel moment ça va pouvoir se dégager. C'est, comme tu l'as dit, en fonction des aléas et de comment va se passer la journée. Exactement. Alors c'est pas simple pour, planifier, organiser des courses et des compétitions.
Comment tu procèdes? Tu arrives quand même à avoir, de la continuité, de la progressivité et de la régularité malgré cet emploi du temps compliqué? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, il faut trouver le temps. Voilà, moi je pense que si on n'a pas envie, on trouve pas le temps et quand on a envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, on trouve toujours le temps de le trouver. Après un service, tu te sens comment? Parce que est-ce que tu as l'énergie quand même de te dire: «Bon, bah, là, j'ai fini, il est, 13h30, 14h, 15h». Est-ce que, tu vas avoir l'énergie nécessaire pour faire ta sortie? Ou est-ce que tu t'accordes peut-être une petite sieste dans la façon dont tu vas, organiser le reste de la journée? Non, j'y vais direct. Je fais le point avec l'équipe du soir. Je planifie, ce qu'ils ont à faire avec eux, J+1, J+2 et puis, ils savent que de toute façon, je pars courir, c'est mon moment où moi je me vide la tête aussi, sur des journées qui peuvent être compliquées, surtout quand on gère les 2 services. Donc c'est vraiment le moment où on relâche tout, on se vide la tête, les problèmes du matin, ils n'existent plus. On a planifié pour que ça se passe bien le soir et c'est mon moment. Et en tant que chef, tu peux te l'accorder. Personne va venir te dire, «Bah, le chef, il est pas là, c'est pas très grave». Bah, je me l'accorde, si vraiment, je peux me le permettre. C'est sûr que si on a un mariage, et qu'on est en retard sur les prods et que, bah, là effectivement je vais plus reporter ma séance, quitte à la doubler le jour d'après. Mais en général, on arrive suffisamment à anticiper pour que ça fonctionne. Comment tu vis ces séances? Tu dis: «C'est mon moment à moi, j'ai besoin de sortir, d'être, finalement au grand air». Toi qui dois être, sous les néons, auprès des fourneaux, enfermé sur ton activité professionnelle. Qu'est-ce que ça t'apporte de mettre les baskets et de partir, gambader? Bah, la liberté, le chant des oiseaux, heu, les chiens qui se promènent dans la forêt, quand il pleut, c'est la pluie, la brume, quand il neige, c'est la neige, enfin, j'ai jamais pris autant de plaisir que courir sous la neige. Alors même si ça se fait rare dans nos régions et dans nos contrées, donc quand il y en a, tu en profites alors? Exactement, dès qu'il neige, je mets mes baskets, je m'en vais et la forêt finalement est presque à moi parce que, il y a pas grand courageux qui irait courir sous la neige, mais je trouve que ça change tellement la physionomie de la forêt, pour moi, c'est incroyable. Est-ce que ces sorties, en dehors finalement de ton activité professionnelle, sont une source, d'inspiration pour ce que tu vas mettre au menu sur, une saison à venir, sur, une préparation que tu as en tête? Oui, on a l'esprit plus tranquille. Bon, comme je dis, on a la tête vidée. Ça permet de réfléchir plus en profondeur sur certains plats, certaines entrées, certains desserts, de pas être sollicité à ce moment-là par un membre de la brigade ou un membre du FNB. On est vraiment dans notre moment, dans notre bulle, et ça permet d'être serein. C'est un peu le calme après la tempête, parce que je pense qu'un service, c'est, comme un chef d'orchestre. Il faut que tu, organises finalement toutes ces rotations, tous ces plats qui vont, sortir et avec le service derrière. Est-ce que c'est vraiment, la soupape que tu peux avoir et qui te permet de repartir pour le soir, pour le lendemain, vers, un peu plus de zénitude dans ton activité professionnelle? Oui, clairement, c'est vraiment mon moment. Voilà, je peux pas mieux le résumer que de dire c'est mon moment à moi, il est suspendu, il m'appartient et c'est tout. C'est tout ce qui compte. Quel genre de chef tu es? Est-ce que tu es, dans la pédagogie, quelqu'un qui va être un peu plus directif? Comment tu, manages tes équipes? Ça dépend peut-être des moments, parce qu'il y a des moments où il faut, peut-être être cool et d'autres, un petit peu moins. On parlait de cette relation entre le coach et ses athlètes. Bah, il y a peut-être différentes facettes du Mathieu dans sa brigade. Bah, moi, une journée type, le matin, bon, je contrôle les arrivages qui arrivent, au sein de la cuisine. Une fois que mon équipe, elle a normalement tout ce qu'il faut pour cuisiner, on fait un point sur la journée, ce qu'il y a à produire et après ils sont en autonomie.
voilà, jusqu'à à peu près 11h où je fais un premier appel de il est temps de prendre la pause, jusqu'à 11h45 et à midi, on prend le service. Donc, il y a des midis, ça se passe très bien, ils ont pas besoin de ma présence. Et il y a des midis, ils préfèrent être assurés, ils préfèrent que je sois là avec eux, que je leur remontre. Mais c'est vrai qu'à partir de midi jusqu'à 14h, on a un petit peu une cocotte minute qu'on ferme. On la remplit d'eau, on la ferme, on la met sur le feu, on met le feu à fond et puis, on voit ce qui se passe, quoi. Donc ça va dépendre pareil des services, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs. En fait, nous, on est dans un lieu clos. Bon, au domaine de l'Arène Margot, on a la chance d'avoir une cuisine ouverte, donc on voit un petit peu plus ce qui se passe sur la salle. Mais c'est vrai qu'en général, les cuisines, ce sont des endroits clos. On voit pas ce qui se passe. On voit pas quand les clients arrivent. On n'a vraiment pas cette notion de comment ça se passe dans le restaurant. Et on est en lien avec une imprimante et c'est des bons qui sortent. Et c'est vrai que parfois on fait 60 couverts en 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie de temps. Est-ce que c'est pas frustrant d'être coupé finalement de la salle et de ne pas savoir ce que vont ressentir les clients, des plats que tu vas sortir, de cette cuisine que tu vas proposer? Alors peut-être que tu passes pendant le service en disant: «Bah, voilà, je viens, me présenter, c'est moi qui ai réalisé ces assiettes». Mais il y a un petit côté, j'ai peut-être pas le retour, si ce n'est des serveurs qui vont pouvoir te donner un petit peu la tendance et peut-être la tête des assiettes. Si elles reviennent vides, c'est que c'est plutôt bon signe pour le Très bon chef. signe, ouais. Non, parce que honnêtement, déjà, on a la cuisine ouverte, donc on a quand même un mini contact, avec le client. Les serveurs font régulièrement quand même, les retours sur les plats et les entrées, les plats, les desserts. Et moi, j'ai beaucoup de mal à aller me présenter, spontanément à la clientèle parce que, heu, oui, le chef imagine les plats, mais c'est pas forcément lui qui les met en réalisation. Donc, très souvent quand on reçoit, des compliments, je remercie mon équipe, d'avoir réalisé ce que moi j'ai imaginé, parce que très souvent, c'est pas moi qui le mets en œuvre. Chef d'orchestre, mais ce sont les musiciens qui jouent la partition. Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est important de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de savoir remercier aussi, son équipe et être bienveillant envers eux. Mathieu, sur le côté, course à pied, tu disais être attiré par, la longue distance. Si on parle de ce Spartathlon, quels ont été tes premiers faits d'armes en course à pied? Premier dossard, première course, première compétition, c'est venu, comment et quelles étaient ces courses auxquelles tu as pris part? 1er dossard, c'était, il me semble que c'était le semi-marathon de Boulogne-Billancourt, alors que j'avais jamais couru, un semi-marathon, mais voilà, À blanc, ouais, comme ça. ouais, on a été comme ça de but en blanc et on s'est testé sur la distance. On a bien aimé. 2e dossard, ça a été, la Saint-Élion, mais la petite de 22 kilomètres, il me semble de mémoire. Celle-là a été horrible. J'ai les premières crampes, pas les bonnes gourdes, je m'étais pas renseigné, j'avais pris des gourdes rigides, enfin j'ai fini, blessé avec le gilet, enfin vraiment, le débutant, qui se fait prendre au piège, quoi. Et petit à petit, j'ai augmenté les distances et pour finir, sur la Saint-Élion en entier, sur, un 100 kilomètres en Alsace, pareil en entier. Et là, je me concentre, vraiment sur, entre 80 et 100 kilomètres. Donc attiré par, les grands espaces, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce moment dont tu as besoin pour, t'extérioriser un petit peu au regard de cette cocotte minute dans laquelle tu es sur, ton activité, professionnelle. Le bitume, habitant, donc en région parisienne, est-ce que c'est pas trop,
compliqué de trouver des espaces naturels dans lesquels tu vas pouvoir t'évader, justement? Il y a des forêts quand même autour de chez toi? Oui, il y a un peu de forêt. Moi, j'ai la chance d'avoir la forêt de Saint-Cucufa qui est pas très loin, de mon domicile. J'ai la chance d'avoir, à côté du domaine de la Reine Margot, la forêt de Meudon et j'ai la chance que, entre mon travail et mon domicile, je peux remonter par, quasiment que de la forêt. Donc ça m'arrive très souvent de partir du boulot, rentrer jusqu'à chez moi en courant et le lendemain, je fais le trajet inverse. Ça me permet aussi de varier les distances. Si j'ai une petite forme, je sais que je peux le faire 10 kilomètres, assez court et si j'ai envie de m'amuser et de faire un peu plus long, je peux monter jusqu'à 20-25 kilomètres à travers la forêt, les sentiers, de jour, de nuit, encore une fois, ça dépend des jours, ça dépend des services. Donc à côté de la blouse et de la toque du chef, il y a les affaires de course à pied qui sont pas loin dans le vestiaire. Exactement. Mathieu, sur le plan, parallèle entre la cuisine, ton métier et la course à pied, est-ce que tu vois d'autres choses qui sont vraiment très, très proches et sur lesquelles on pourrait échanger ce soir? Bah, ce qui est très proche, c'est la nutrition. Alors je suis pas diététicien. J'ai eu la chance, au cours de mon parcours d'avoir côtoyé, pas mal d'équipes sportives, notamment, l'équipe de France de rugby, l'équipe des All Blacks pendant la coupe du monde, l'équipe de France de football, beaucoup de sports collectifs, le basket également. Heu, on peut parler de la nutrition, des sportifs, heu, donc j'ai pu échanger avec plusieurs nutritionnistes. Heu, bon, eux ont un plan forcément, un peu plus, spécifique parce qu'ils sont sportifs de haut niveau, donc ils ont des entraînements au quotidien, donc ils ont pas les mêmes besoins et apports que nous, sportifs amateurs. Mais en tout cas, je me suis toujours nourri, de ces échanges, avec les diététiciens et je pense qu'aujourd'hui ça affecte beaucoup ma cuisine. Car je fais attention aux matières grasses, notamment le beurre. Pourtant, on dit que la cuisine au beurre, c'est la cuisine du cœur. La cuisine au beurre, c'est la cuisine française. Heu, alors j'ai pas supprimé le beurre, mais on va dire que je fais très attention et je suis très sensible aux matières grasses que je peux mettre dans ma cuisine. Un rugbyman, en termes de quantité, ça doit pas manger de la même façon qu'un coureur à pied ou quelqu'un qui se prépare sur, je sais pas, l'épreuve du marathon, hein. On doit pas avoir les mêmes profils en termes de carburant à mettre pour, ces 2 types de sportifs. Mais il y a sans doute des points communs. Il y a énormément de points communs. Alors ils mangent pas dans l'excès parce que de toute façon, c'est pas bon pour un sportif de manger dans l'excès. Ça dépend des équipes. J'ai vu enfin, il y a énormément d'équipes et de cahiers des charges qui sont contradictoires avec d'autres équipes. Ils ont vraiment leur façon de voir, la nutrition par leur nutritionniste. Mais, globalement, les produits restent les mêmes. C'est-à-dire que, on va privilégier les glucides à J-3. On va arrêter, tout ce qui est, fibres. On va, arrêter, le fromage cru. On va tolérer par exemple, le parmesan en petite quantité parce qu'il est riche en sodium et étant donné que c'est un fromage, affiné, il est pauvre en lactose, donc il va causer moins de troubles à l'estomac, donc il va être plus facilement, digérable. Alors encore une fois, en petite quantité, mais voilà, il y a quand même beaucoup de similitudes. On privilégie les fruits secs, on privilégie les oléagineux. On va faire attention aux apports, comme je disais, de matières grasses. On va privilégier l'huile d'olive, l'huile de colza. On va limiter, par exemple, l'huile de pépin de raisin qui est riche en oméga 6. Voilà, il y a plein de petits tips et je pense que l'un dans l'autre, le sportif quand même, de haut niveau, a les mêmes, guidelines. En termes de différence, tu disais, il y a des équipes avec des cahiers des charges,
diamétralement opposés. Est-ce que tu aurais des exemples, sans pour autant les citer et dévoiler les secrets, mais qu'est-ce qui peut vraiment différer entre deux équipes avec peut-être des sports qui ne sont peut-être pas les mêmes? Par exemple, il y a une équipe, le soir, ils avaient, 5 protéines, donc 3 viandes, 2 poissons, heu, un plat à base d'œufs, donc on est à 6 protéines. Et par exemple, le lendemain midi, ils avaient que du poulet. Et donc ça, quand j'ai posé la question au nutritionniste, il m'a expliqué que valait mieux manger gras le soir pour éviter le lendemain à 10 heures d'avoir le petit creux, du matin. Et donc il privait l'équipe un petit peu le midi de tout le reste. Donc ils avaient vraiment, le poulet ou le poulet, et par contre le soir, c'était un peu plus, festif à volonté. Dans cette nutrition sportive, justement, toi qui as été au contact de ces équipes et qui aujourd'hui travaillent vraiment les produits, donc à la base, parce que tu vas les sourcer, tu vas les chercher. Est-ce qu'on peut quand même garder le plaisir quand on est dans une préparation au long cours, que ce soit du trail, des marathons ou toute personne qui veut, entre guillemets, améliorer ses performances? On sait que ça passe par la nutrition. Comment garder le plaisir à cuisiner et à voir ce que l'on peut mettre dans son assiette? Là, le chef va pouvoir nous donner quelques conseils. Moi, je pense que de toute façon, cuisiner, ça doit rester un plaisir, que qu'on se prépare à un marathon ou pas. Et il faut comprendre que si on veut performer à J-3, il faut, privilégier les glucides, des plats simples, heu, en les agrémentant avec, comme je disais, le parmesan, réduire, la matière grasse, réduire l'huile d'olive, supprimer tout ce qui va être sucre, les sodas, sucre raffiné, le petit sucre qu'on met dans le café, on évite. On essaye d'enlever, tous les sucres rapides. On enlève les fibres, heu, on enlève tout ce qui va être friture, on enlève tout ce qui va être charcuterie, tout ce qui est plat en sauce, tout ce qui est fromage cru, heu et tout ce qui va être protéines. Voilà, aujourd'hui, j'entends beaucoup de sportifs, me dire, «Ah, je suis la veille d'une course, je vais manger du poulet». Non, erreur. On se charge pas en protéines à J-3 d'un objectif. La protéine, elle répare. Donc la protéine, c'est après l'effort, on répare les muscles, on répare tous les déchirements musculaires qu'on a pu se faire, et c'est là où la protéine vraiment, va être active. Dans ton quotidien, est-ce que le plaisir de l'assiette, ça passe également par, le visuel, par les couleurs, par ce qu'on va pouvoir, apporter. Tu l'as dit, hein, la cuisine, ça doit être avant tout un plaisir, mais on en avait parlé avec Fabrice Kuhn qui, lui a travaillé également sur la nutrition et la nutrition de l'endurance, et il disait que plus il y avait de couleurs, finalement, plus ça pouvait être appétissant, et c'est vrai que des fois quand on, prépare ses assiettes, ses menus, bah, c'est un petit peu morose. Alors comment on peut faire, Mathieu, pour avoir, un petit peu plus de couleur dans son assiette et que ce soit plus appétant? Bah, nous, on a des équipes qui, par exemple, nous demandent de mettre, sur le poisson, des rondelles de citron, des petites tomates cerises, des herbes, de la cébette taille, voilà, vraiment avoir ce jeu de couleurs, en effet, qui rend un peu plus agréable, le déjeuner ou le dîner. Mais globalement, bon, il y a pas de on n'a pas de on n'a pas de recette secrète. On sait qu'on prépare un gros match, on sait qu'on prépare, un gros objectif sur marathon, on sait qu'on prépare 160 kilomètres, en trail, heu, l'effort, il se fait autant sur l'entraînement que la nutrition, que, d'avoir testé, son alimentation qu'on va mettre en place pendant l'effort, qui est aussi très souvent négligé. Ça veut dire on y va un peu au talent, et on voit comment ça se passe, et puis très souvent, bah, ça casse. Mais pour moi, voilà, l'objectif, c'est l'élément principal, et tout le reste gravite autour, et sans pas enfin, en continuant en se faisant plaisir, quoi. Sur tes courses, Mathieu, quand tu pars sur des trails, sur des courses longue distance,
Est-ce que tu arrives à trouver ce plaisir par rapport à ce que tu consommes? Alors, est-ce que ce sont des barres? Est-ce que ce sont des gels? Est-ce que ce sont des sticks? Ou est-ce que tu profites tout simplement des ravitaux que les organisateurs, dans certaines régions, vont pouvoir mettre et qui peuvent s'avérer, très copieux, ces ravitaillements? Alors, quels sont tes petits plaisirs, là, avec, l'œil du chef, bien évidemment, derrière? Alors, moi, j'ai un exemple en tête, c'est en Alsace, où, bah, j'avais un petit peu, différentes marques, sans les citer. Bon, les marques, les tendances, actuelles, où j'avais des gels, des purées, j'avais, un petit peu de boissons énergétiques, tout ça et ma compagne m'a ramené, un bretzel et finalement, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'avoir, ce côté, pain, très salé, donc un apport riche en sodium pour très bon contre les crampes et je lui ai dit: «Mais s'il te plaît, je veux ça à tous les ravitaillements, quoi». Donc je pense que ça dépend aussi des personnes. Il y a pas de recette miracle et il y en a qui vont préférer, des nuggets, voilà, c'est on voit un petit peu de tout, et je pense qu'il y a pas de il y a pas de recette secrète, c'est l'instant, surtout pas se forcer si on est écœuré sur du sucré, par exemple et passer peut-être sur du salé. Avoir toujours un plan B, pour pallier au parce que la longue distance, ça on arrive très vite aussi sur les choses qui écœurent et c'est vrai que moi, en Alsace, en tout cas, ce bretzel, ça a été, incroyable. Ça a été le petit instant réconfort qui t'a redonné de l'énergie pour, repartir de l'avant. Ouais, vraiment, c'était, le petit plaisir qui me manquait, dans mon gilet. Mais je savais que, 10-15 kilomètres plus loin, j'aurais mon bretzel et puis je voulais mon bretzel. En délaissant complètement ce que tu avais, en ravito embarqué avec tes gourdes, tes purées et tes gels potentiellement donc comme quoi c'est un peu normal, je dirais. Enfin le corps réagit et il faut accepter d'être, au contact de ces sensations pour que, bah, ce bretzel ou, cette tranche de gâteau, cet, aliment qui va être peut-être un petit peu plus local, bah, puisse te faire plaisir et repartir de l'avant et c'est comme tu l'as dit, des choses qu'on ne maîtrise pas. Enfin, il y a, ce dégoût du sucre qui peut parfois rapidement arriver. Est-ce que tu as connu d'autres désagréments de la sorte? Ou est-ce que c'est vraiment l'exemple emblématique que tu as en tête? Non, l'année dernière, je me suis lancé sur le 100 miles de Nice où, bah, là, j'ai pas du tout réussi à m'alimenter une grande partie de la course. Donc où mon corps, il a vraiment été chahuté. Donc j'avais le souvenir des quelques mois avant, de mon bretzel, alsacien, introuvable sur Nice, forcément et donc dégoûté de tous les gels et les barres les gels, les barres et les purées que je pouvais avoir sur moi et finalement j'ai pas du tout réussi à m'alimenter et j'ai abandonné à 2 kilomètres de l'arrivée parce que, bah, mon corps, ne voulait plus, rien savoir. Donc si proche de l'arrivée, le corps n'avançait plus. Le bretzel, sauveur aurait été le bienvenu là. Ouais, je pense que ça aurait été mon petit boost, mon petit champignon, Mario Kart, pour finir la course, mais malheureusement, et puis quand on fait le bilan, de ce qui déjà me restait sur moi au niveau purée et gel, on voit bien que le plan de nutrition était, alors le plan de nutrition avait été travaillé, mais quand le corps ne veut pas, il veut pas, quoi. Comment tu l'as vécu derrière, cet abandon à 2 kilomètres de l'arrivée, au regard de la grande distance que tu avais parcourue? Est-ce que tu t'en es servi pour, rebondir ou est-ce que ça reste quand même, comme une déception aujourd'hui? Non, ça a été une déception, pendant une semaine, 10 jours et puis après il y a la persévérance, la résilience, la compréhension. Il faut aller chercher, qu'est-ce qui a pas fonctionné et repartir de l'avant.
Donc tu t'es rapidement remis en selle pour, repartir de l'avant et préparer avec tout ce recul. Enfin, tu viens de l'analyser, hein, en disant, le plan nutrition avait été travaillé, mais le corps, ne répondait plus. Alors, comment on peut travailler, Mathieu, sa nutrition, son estomac quand on est chef? Est-ce qu'on connaît vraiment, ce qui va nous faire, du bien? Les saveurs, les textures? Comment tu, analyses finalement ton plan nutrition? Bah, ça, c'est pareil, ça va être, différent chez chaque, coureur, chaque trailer. Moi, par exemple, je ne peux pas manger, une barre, de différentes marques. C'est quelque chose qui m'écoeure. Je n'arrive pas à mâcher, ça m'énerve, je la mets dans ma bouche et j'ai envie de la cracher tout de suite. Donc moi, je vais privilégier, pardon, des aliments, plus type purée. Hem Et après, il faut tester, chaque élément qu'on veut introduire dans son plan de nutrition à l'entraînement. De savoir est-ce que ça va déranger mon estomac? Est-ce que je vais bien le digérer? Est-ce que je vais avoir des troubles gastriques? Vraiment, sur des distances comme ça, il faut rien laisser au hasard et sinon, bah, comme moi, finalement, on le paye cash, même à 2 kilomètres de l'arrivée, quoi. Est-ce que tu as déjà expérimenté des préparations, des, associations dans ta cuisine pour réaliser des purées, des «bars» entre guillemets qui pourraient être là, faites maison? Non, ça j'avoue que j'ai pas exploré encore la partie nutrition, pour les trails. Je fais confiance aux marques et distributeurs, présents, dans le commerce pour, voilà, je pense que chacun a son job et je pense que certaines marques font leur job plutôt bien. Donc, pour le moment, je préfère leur faire confiance, mais, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'irai explorer tout de suite. Qu'est-ce que tu aimes bien comme association, dans ces purées, dans ces, produits que tu trouves chez, ces marques qui proposent justement de la nutrition pour les trailers? Moi, j'aime bien les associations inédites. Donc il y a une marque en particulier qui fait, petits pois, patates douces, voilà, j'aime bien, découvrir aussi, et être surpris. Alors ça peut surprendre, beaucoup de coureurs, beaucoup de trailers, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est frais, c'est novateur et ça rafraîchit un petit peu, les offres actuelles sur le marché. Mathieu, dans les courses que tu prépares, j'ai vu que tu, avais réalisé des courses. Alors c'est pas le Spartathlon, mais c'est des Spartan Race. Qu'est-ce que c'est? Comment on les prépare ces courses-là? Alors c'est des courses à obstacles, de différentes distances. Et en fait, ça va dépendre de la distance, donc tous les 500-600 m, il y a un obstacle. L'obstacle, ça peut être, un pont de singe, un montée de corde, ça peut être, des anneaux à passer, ça peut être, passer sous des barbelés en rampant, porter une charge, porter une chaîne. Heu, donc ça, ces courses-là, on les travaille, surtout avec du TRX et du poids de corps. Ce qu'il faut surtout, c'est savoir porter son corps, donc être très fort dans la course à pied, mais savoir aussi, porter son poids de corps. Donc on va pas chercher à être, très musclé, à déplacer, des choses très lourdes, juste à soulever son poids de corps et surtout, l'endurance parce qu'après, 20 kilomètres, 30 obstacles et qu'il faut monter à la corde, bah, il faut encore de l'énergie, quoi. Comment c'est venu cette volonté d'associer la course à pied avec, ces passages d'obstacles? C'est que la course à pied était trop simple, tu t'es dit: «Non, il faut que je rajoute un petit peu de difficulté». Quel plaisir tu y trouves de franchir ces obstacles? On est dans le dépassement de soi, c'est d'aller, un petit peu plus loin avec, ces, objets à déplacer, ces, obstacles à franchir? Oui, alors moi, je l'ai plus fait dans l'autre sens. Ça veut dire, je l'ai commencé par les courses à obstacles et je me suis servi de la course à pied pour progresser, sur les courses à obstacles.
Et en fait, ils font une trifecta et en fait, c'est réaliser les 3 courses dans le même week-end. Donc on démarre le samedi avec 21 kilomètres, 30 obstacles. Le dimanche matin, 10 kilomètres, 25 obstacles et le dimanche après-midi, 5 kilomètres, 20 obstacles. Voilà, donc ça a été un de mes premiers objectifs de course à pied, de réaliser, ces 3 courses dans le même week-end et c'est là où vraiment j'ai mis en place un gros plan de nutrition pour, perdre du poids, prendre en muscle, soulever mon poids de corps, apprendre à fatiguer aussi mon corps parce que même si, il y a du temps de repos entre les courses, forcément on est éreinté de la veille, donc faire subir à mon corps des choses, pas très cool, donc des grosses séances de poids de corps, partir courir 5 kilomètres derrière et puis refaire une séance de poids de corps et puis vraiment, travailler sur la fatigue musculaire pour pouvoir réaliser cet objectif. Alors j'ai l'impression qu'on en voit moins de ces courses spartanes au regard de l'Irox qui est aujourd'hui en train de se développer. Est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent ou est-ce que c'est quand même différent dans l'approche? C'est totalement différent parce que l'Aerox, on va être vraiment sur, un cardio qu'on va faire monter vraiment, très fort, très vite. On va être sur une notion de temps, pour les meilleurs qui est de moins d'1 heure. Parce que je regarde un peu, alors moi c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout, justement de pousser son cardio, jusque dans le rouge et voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en tout cas aujourd'hui. La Spartan Race, on est plus sur, il y a du dénivelé, on est plus sur une pratique trail, donc on va dire que c'est un trail qu'on complique, plutôt que de le comparer à l'Aerox. Aujourd'hui donc, le renfort fait partie intégrante de ton entraînement Oui, complètement. et ce qui te permet en trail d'envisager des longues distances parce que tu as cette, base athlétique que la Spartan Race a pu t'apporter. Oui, complètement et je pense qu'aujourd'hui, négliger le renforcement musculaire, c'est autant que la nutrition, c'est une grosse erreur. Comment tu l'organises ta semaine d'ailleurs? Si on part sur un cadre, à peu près, normal, que le restaurant ne te demande pas forcément d'être, présent tous les jours, qu'il y a pas d'urgence, tu t'entraînes combien de fois par semaine et le renfort prend quelle place dans ta semaine? Alors je m'entraîne, 5 fois en course à pied. Je fais 1 heure de natation par semaine sur un jour, off et je couple la natation avec le renforcement musculaire et je m'accorde, un samedi qui est souvent des journées, où au restaurant justement on va beaucoup plus me solliciter parce que, c'est le samedi soir, il y a souvent beaucoup de monde. Je sais que c'est ma journée off. Si vraiment, j'arrive à m'échapper l'après-midi, ça me permet de faire, une séance plus tranquille, 40 minutes, 45 minutes, de faire, 10 bornes, 9 bornes, 10 bornes et de vraiment avoir cet extra et sur mes jours de repos, je programme, ou des séances, côtes ou des sorties longues. Donc ce qui fait un programme quand même bien chargé, parce que le nombre d'heures au restaurant, tu saurais l'évaluer ou ça reste, là aussi très flexible? Bon, on est sur, entre 12 et 14 heures par jour, à peu près. D'où le besoin, ce moment, comme tu disais, de sortir et d'être un petit peu à l'extérieur pour respirer. Bien sûr, parce qu'au restaurant, même si on est dans le bureau et on travaille, par exemple sur une fiche technique, on peut être sollicité, par, un plongeur qui veut poser ses vacances, par, un pâtissier qui a un problème avec le batteur, par, un cuisinier qui arrive pas à allumer la plaque coupe-feu, parce que, la veilleuse du gaz, elle a un problème, donc voilà, je prends mes baskets, je ferme la porte, je les préviens, je suis parti courir. Si l'hôtel il prend feu, vous m'appelez sur mon portable, sinon, c'est mon moment. Sinon, je suis indisponible, je suis injoignable. Exactement.
Donc c'est multicasquette. Tu n'es pas que chef. Tu gères un petit peu tous les aspects qui sont en lien avec le restaurant, comme tu viens de l'évoquer. Et il y a de la gestion humaine. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, par ce rôle de chef, chef de brigade, il y a ce petit côté coach également où tu vas accompagner et gérer un petit peu toutes ces choses-là. Moi, j'avais une question sur le plan du mental, parce que tu pratiques des courses longue distance, des trails, comme tu le disais tout à l'heure, ce 100 miles. Est-ce qu'il y a là, autre parallèle entre ta profession de chef, avec cette pression que tu as au quotidien, et le mental qu'il faut avoir pour pratiquer ces échappées très très longues en trail? Il faut beaucoup de mental. Je pense que, mais pour de façon plus générale, dans qu'importe ce qu'on va entreprendre, 90% de ce qui se passe est dans la tête. Donc dès qu'on a le moindre petit doute, il y a pas de doute en fait. Et c'est ce que je dis à certains de mes cuisiniers, quand ils me demandent, «Est-ce que, ça c'est bon? Est-ce que tu doutes?» «Oui, tu doutes, donc si tu doutes, il y a pas de doute». Et dans les courses, c'est comme ça que tu t'appliques, voilà, exactement le même fonctionnement? Ouais, je pense que ma façon de manager mon équipe, c'est ma façon de me manager aussi, pendant mes courses. Avec des hauts, avec des bas, avec des moments où ça chauffe un peu plus, mais ça, c'est, dans les 2 versants, hein, que ce soit, dans la cuisine ou en trail. Ouais, tout à fait. Mathieu, sur le plan de la cuisine, je te disais tout à l'heure, on peine parfois, en tant que coureur, à mettre un petit peu de fantaisie dans nos préparations pour agrémenter, notre riz, nos pâtes, nos pommes de terre. Est-ce que tu aurais quelques petites recettes, quelques astuces pour que ce soit un petit peu moins austère et qu'on prenne vraiment beaucoup de plaisir à manger après, une bonne séance d'entraînement, que ce soit en côte, en fractionné ou en trail? Alors est-ce que j'ai une recette, spéciale qui me tient à cœur? Pas nécessairement. Le conseil que je donnerais vraiment, c'est privilégier des choses faites maison. N'achetez pas des produits transformés, des produits, qui donnent certainement plus envie que le riz qu'on va se faire ce soir, mais qui sont bourrés de tout ce qu'on veut pas. Faites des gâteaux maison, pensez toujours, gras, sucre. Heu, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est mes veilles de course, manger des pâtes au pesto, par exemple. Donc je réduis l'huile d'olive, je réduis le fromage, j'essaye d'agrémenter, avec, avec, un peu de basilic, de roquette, des pignons de pain, des oléagineux, heu, mais surtout, surtout pas de produits déjà transformés. C'est le piège. En termes de dessert, est-ce que tu aurais un petit dessert réconfortant, facile pour, une séance qui aurait été difficile? Là aussi, on est sur le côté un petit peu réconfort, mais qui peut être, on va dire régénérant pour le corps. Bah, on a un truc, tout simple, c'est les graines de chia, dans le lait de coco. Donc les graines de chia vont gonfler, vont épaissir, le lait de coco, donc ça fait comme un yaourt. Le lait de coco, bien sûr, on privilégie, le sans sucre, ajouté, et dessus, on y met, une mangue ou des fraises quand c'est la saison, des framboises. Les framboises sont très bonnes pour le sportif, donc des myrtilles, et on a quelque chose qui tient au corps et qu'on peut faire, très, très facilement. Tu es attaché justement à cette, cuisine au fil des saisons? Est-ce que ça te hérisse quand tu vois des fraises, en plein hiver? Ah oui, c'est quelque chose que, bon, déjà j'en achète pas, et on aujourd'hui avec la grande distribution, malheureusement, on est dans un cercle un petit peu vicieux. Mais oui, quand c'est pas la saison, je ne consomme pas, je ne consomme pas les produits, hors saison. Même si, le Maroc, c'est pas loin, même si, le Portugal, c'est pas loin, c'est pas la saison. Donc il faut pas forcer les choses.
Donc dans ta façon de cuisiner, tu vas renouveler ta carte au fil des saisons justement, avec les produits que tu vas pouvoir trouver. On parlait tout à l'heure de circuits courts, de ces partenaires avec qui tu travailles et que tu collabores. Comment ça se monte d'ailleurs une carte dans un restaurant? Tu as ton mot à dire? Tu t'inspires de ce que les clients veulent, de la, on va dire, politique ou du moins de la renommée de l'établissement? Il y a peut-être des plats signatures qui te sont imposés, mais globalement, comment tu organises ton travail? Globalement, moi, je réfléchis toujours à avoir, en entrée, par exemple, un œuf, un poisson, une viande. Alors la viande, plus forcément obligatoire, le poisson non plus. Avoir une entrée, végétale, sans œufs, sans protéines, sans et avoir un petit peu, une entrée, signature, qui sort de l'ordinaire. Donc ça nous fait 5 entrées et au niveau de la carte, et des plats chauds, on va travailler, un bœuf ou un veau, ça va dépendre des envies. Une volaille parce que la volaille, c'est dans l'esprit des gens, c'est toujours safety, ça veut dire, une volaille bien cuite, on peut pas tomber malade. À moins qu'elle soit dépachée en date, à moins qu'elle soit, qu'il y ait un problème de non-conformité au niveau de la réalisation. Normalement, c'est un produit qui est assez safe. Et après, on va faire ou 2 poissons ou un poisson, un crustacé et toujours un plat végétarien. Ça, c'est l'ossature et pareil pour les desserts. On va travailler, les fruits de saison, le chocolat, un fromage frais, heu quelque chose de praliné, par exemple. Voilà. D'avoir vraiment, d'abord cette ossature, les éléments principaux et après on vient intégrer, les éléments, tout ce qui va être maraîcher de saison, les asperges vertes, les asperges blanches. Bon là, c'est le printemps donc on en profite, les fèves de marais et dans un second temps, sur la carte été, faire entrer, le petit pois, l'artichaut, tout ce qui va arriver, sur l'été. Donc en fait, là, on a quasiment toujours, presque une carte d'avance. Et ton inspiration, elle vient d'où? De ce que tu vas pouvoir, voir, observer lors de tes sorties, en course à pied? Comment tu vas, imaginer, si tant est qu'on puisse, réinventer des choses qui ont déjà été faites, mais comment tu vas, puiser ton inspiration pour pouvoir mettre tout ça à la carte de tes clients et peut-être sportifs qui viennent, au restaurant? Bah, on a après toute l'expérience que moi j'ai pu acquérir, j'ai des choses, qui fonctionnent. Donc, je suis pas partisan de refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Donc très souvent, je remets un petit peu tout en branle et je me remets en question et j'essaye d'être innovant à chaque carte. Et après ça peut être, dans un bouquin, dans un restaurant en déplacement, par exemple à Nice, heu, où, où on avait mangé par exemple de la panisse niçoise, qui est très peu connue sur Paris. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre à la carte, l'année dernière, avec un caviar d'aubergine qui a très, très bien fonctionné. Heu, Ça correspond bien à notre région parisienne, cette panisse niçoise très méditerranéenne, que personne ne connaissait. «Ah mais c'est quoi?» Voilà, ça permet aussi d'argumenter, de vendre, bah, c'est de la farine de pois chiches qu'on fait cuire dans un bouillon de légumes avec de l'ail. Voilà, j'aime bien, pousser un petit peu, déjà moi dans mes retranchements et très souvent je responsabilise aussi, certains membres, qui sont très créatifs au sein de ma brigade sur, chacun a une petite mission, de, «Tiens, j'aimerais faire ça, heu, qu'est-ce que tu en penses? Imagine quelque chose et on en reparle». Donc tout ne vient pas forcément de moi et quand j'ai un doute, je me réfère toujours au même bouquin, c'est le bouquin, Le guide culinaire de Auguste Escoffier. Est-ce qu'il y a d'autres, chefs qui, aujourd'hui font partie de tes sources d'inspiration, qui pourraient s'apparenter à tes mentors ou, à tes modèles? Pas, je n'ai pas un en particulier quand, j'ai un doute ou
où je veux, par exemple, faire quelque chose de très traditionnel français, j'ouvre plusieurs bouquins. Ça peut être un bouquin de Guy Martin, ça peut être, un bouquin de Guy Savoy, un bouquin d'Alain Ducasse, un bouquin de Frédéric Anton, voilà, encore une fois, je pense que toutes les idées, sont bonnes à prendre et puis il faut, derrière, ré essayer de réinventer ou en tout cas s'approprier, les meilleures idées de chaque recette et puis de s'approprier le plat et comme nous on l'aimerait. Est-ce que tu rencontres beaucoup de tes confrères dans, les pelotons de course à pied? À l'image d'un Thierry Marx qui lui aussi fait de la course à pied et qui est très sportif également. Alors, non, c'est très rare, j'en ai jamais croisé encore. Peut-être j'aurais à part, 10 kilomètres des étoiles où le 10 kilomètres est un peu plus réservé à la restauration et aux hôtels parisiens, j'ai jamais croisé, un autre chef sur une autre course. Aujourd'hui, Mathieu, quelle passion va, l'emporter entre la cuisine et l'appel des grands espaces avec ces courses que tu réalises plusieurs fois dans l'année? Je pense que c'est gagnant-gagnant. C'est encore une fois, c'est lié, côté nutrition, côté cuisine, côté course à pied, c'est 2 choses qui me tiennent à cœur, c'est de la passion et je pense qu'il faut savoir juste, bien doser, comme une recette. D'avoir les bons ingrédients, comme on dit souvent? On a les ingrédients, maintenant il faut mettre le bon dosage, quoi. On peut avoir les mêmes au départ, mais ça va pas avoir le même rendu à la fin en général. Sur, le plan de tes objectifs, tu le disais, Spartathlon, ça c'est, un petit peu plus lointain. Qu'est-ce que tu prépares, en ce moment pour, ce printemps et cet été 2026? Alors le gros projet, du mois de mai, c'est la VVX, Volvic Experience. L'original, je crois que c'est 82 kilomètres. Je pense refaire Nice, au mois de septembre, pour vraiment la finir, cette fois-ci, Avec des bretzels? avec des bretzels. Tu as contacté l'organisation, tu dis: «Je veux des bretzels pour, Ouais, finir la course». exactement. Voilà, non, je pense que c'est mes deux principaux objectifs. Donc après, j'additionne quelques courses, par-ci par-là, heu, pas officielles, pas où on va chercher à faire un temps, plus pour le plaisir, pour maintenir la forme, maintenir le muscle. Mais ouais, c'est mes deux objectifs de 2026, sachant que là, je reviens de blessure, suite à un accident, de la route. Donc j'ai dû abandonner, l'Ecotrail, Paris. Sur le 120 kilomètres après 35 kilomètres. Donc ça, c'est pareil, c'est frustrant, c'est tout ce qu'on veut. Bon là, c'était indépendant de ma volonté, mais ouais, ça travaille la patience, la résilience, tout est lié. Pour moi, tout est lié. Au quotidien, quand tu t'entraînes, tu on n'en a pas parlé, mais, tu pratiques seul? Tu as des gens qui, peuvent te rejoindre pour, partir courir? Quel est ton mode de fonctionnement? Loup solitaire ou, en brigade? Ça dépend, c'est parfois j'ai mon meilleur ami qui, veut venir courir, donc en fonction de la séance, que j'ai, il la fait avec moi. Ma compagne me suit à vélo. Très régulièrement, surtout sur les sorties longues. Donc là, c'est plus agréable avec le printemps forcément. Mais plus loup solitaire. Avec ou sans musique? Avec ou sans podcast dans les oreilles? Ça dépend des moments, ça dépend encore une fois de l'envie, de parfois je commence avec la musique et je l'enlève, comme en trail. Parfois, bah, tiens, j'ai envie d'écouter de la musique, je mets la musique dans mes écouteurs. Et puis, 10 minutes plus tard, j'en ai marre, je les enlève. Voilà, je fais vraiment en fonction de ce que moi j'ai envie et si j'ai pas envie, je me force, surtout pas. Alors dernière question Mathieu, tu la connais vu que tu écoutes le podcast. Quel serait ton instant à côté de tes pompes et je dirais même à côté de tes fourneaux? C'est-à-dire, quand il n'y a pas de course à pied et qu'il n'y a pas de cuisine dans les pensées et dans les discussions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Heu, Sortir au théâtre avec ma compagne, aller au cinéma, au musée,
ou plus simplement jardiner. Mais on revient au circuit de la cuisine, et puis profiter de tous ces instants. Est-ce que dans ton restaurant, il y a un petit potager où vous allez pouvoir aller chercher les herbes aromatiques ou des plantes qui sont également parfois comestibles? On le voit beaucoup aujourd'hui. On a un grand jardin, un grand verger, et on a la chance d'avoir de très bons jardiniers qui nous écoutent. Et donc on a tout ce qui est fleurs comestibles, herbes aromatiques, on a des pommiers, on a des framboisiers, on a énormément de choses. Donc on est vraiment dans un cadre au vert, et c'est toujours plus agréable de travailler dans un environnement verdoyant. Alors Mathieu, si des auditeurs veulent venir goûter ta cuisine, où est-ce que l'on peut te retrouver et où est-ce qu'on va pouvoir déguster les plats que tu vas nous concocter? Alors on se retrouve au domaine de la Reine Margot à Issy-les-Moulineaux. Moi, je remettrai les liens dans les notes de l'épisode et on demande le plat signature du chef Mathieu alors. Exactement. Merci Mathieu de nous avoir mis l'eau à la bouche avec tous ces plats et surtout de revenir sur ton expérience de chef qui a quand même pas mal de similitudes avec la vie du coureur à pied. Donc merci d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes. Merci à vous et merci pour l'invitation. Et donc chers auditeurs, eh bien à vos fourneaux, suivez les conseils de Mathieu. Et si vous voulez le retrouver, c'est du côté d'Issy-les-Moulineaux. Vous retrouverez l'adresse dans les notes de l'épisode. Bonne fin de semaine à vous. Et surtout, faites-vous plaisir. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Sports Social Podcast Network, the biggest voices in sport. Let's take a look at some of the lineup. What's occurring? If you're good enough, you're old enough. There's no doubt he's good enough. Like, it's obvious to me. Paula's Run Club. When we've talked about your favourite place to be on Marathon Day, mine is absolutely at that finish. A Celtic State of Mind. Under Mark O'Neill this season, when Arnie Engels starts, our win ratio is 92%. All on Europe's biggest sport podcast network. Find your next favourite sport podcast. Search Sports Social Podcast Network and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network. Verified comparison at content.sport-social.co.uk/comparison.